Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Poursuite du concours macapuche.com et on a toujours notre promotion de 10 $ de rabais si vous devenez membre de l'AVEC. Lancement des votes pour les prix du public 2024. Le gouvernement pourrait venir en aide une autre fois à Lyon Électrique. L'Institut du véhicule innovant fait les conclusions de son projet flotte de recharge véhicules lourds et le circuit électrique ajoute Énergie RL à ses bornes interopérables. On a une chronique Tesla, le verre à moitié plein, on parle des véhicules à hydrogène et en grande entrevue, un propriétaire de Fiat 500e. Moi, je calcule que c'est très honnête côté finition, assemblage, qualité aussi des matériaux. Honnêtement, moi, je suis très satisfait pour le prix que j'ai payé. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 186 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un autre beau 2 semaines où, mon Dieu, on dirait que l'hiver arrivera jamais. Je ne sais pas, vous allez me dire, ça dépend dans quelle région du Québec on se trouve. Là, nos auditeurs sont un peu partout, mais en tout cas dans la région de Montréal, Rive-Sud de Montréal, on est encore avec des conditions très automnales, température nettement au-dessus des moyennes normales pour la saison. On s'en plaindra pas trop, quoique c'est, comme on a déjà dit, pas nécessairement précurseur d'une très bonne tangente pour le climat. Quoi qu'il en soit, écoutez, on a eu un beau 2 semaines. C'était le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe il y a 2 semaines. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour. C'est toujours un beau... Moi, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je viens de ce coin-là de pays que j'ai une sensibilité plus grande pour ce salon-là, mais je le trouve d'une taille extraordinaire. Pas trop gros, pas trop petit, bien organisé, plein de véhicules, puis c'est les concessionnaires en grande partie qui sont là de la région de Saint-Hyacinthe avec leurs véhicules. Vraiment des belles choses. Il y avait toute une section pour les véhicules usagés aussi. On ne voyait pas ça il y a quelques années. Hein. Maintenant, il y a un très beau marché pour l'usager, puis ils ont été très bien mis en valeur lors du salon de Saint-Hyacinthe. Donc, si vous êtes allé faire un tour là-bas, ben, vous avez sans doute jeté un coup d'œil là-dessus. Plusieurs auditeurs sont venus me voir d'ailleurs, mais sérieusement, on a donné des conférences là, sur vendredi, samedi, dimanche là-bas. Donc, plein de gens qui ont été renseignés sur plein de trucs. En passant, si les conférences vous intéressent, si vous êtes une ville, une entreprise, une bibliothèque municipale, peu importe, allez faire un tour là, sur notre site web dans la section conférences ou encore taper le conférence.silenceonroule.com. On a plein de conférences de disponibles. On se déplace un peu partout puis les gens apprécient beaucoup là, ces séances d'information-là sur les véhicules électriques. On peut même vous faire des trucs sur mesure au besoin. Jetez un coup d'œil là-dessus. Moi, je vous reviens avec nos promotions. On a plein de trucs qui roulent actuellement puis il faut en profiter. La première, si vous n'êtes pas membre de l'Association des véhicules électriques du Québec, il faut le devenir, un beau rabais de 10 $ sur l'adhésion or ou platine actuellement. Donc, vous allez sur le site de l'AVEC, dans la section membres, là, devenir membre. Et quand vous allez remplir le formulaire pour devenir membre, il y a une case où on vous demande si vous avez un code promotionnel et vous allez écrire tout simplement silence 24, silence en majuscule 24. Et automatiquement, vous allez avoir un beau 10 $ de rabais sur votre adhésion. Il ne faut pas manquer ça. C'est un excellent moment pour devenir membre, rester informé, supporter l'association dans sa mission d'informer correctement. Puis si vous devenez membre platine, en plus, vous allez être accompagné par un expert de l'AVEC qui va vous aider dans vos démarches, soit de magasinage ou pour mieux comprendre votre véhicule. Un excellent moment pour devenir membre. Une autre promotion qui roule depuis déjà quelques semaines, c'est notre concours macapuche.com, un protège-port de recharge pour votre véhicule électrique. L'hiver va finir par arriver, donc on le sait, là, ce n'est qu'une question de temps. La neige, le grésil, la glace. Et si on veut protéger adéquatement son port de recharge, surtout sur certains modèles là, qui ont des portes et des ports un peu à design un peu plus conçus pour des endroits où il n'y a pas de neige qu'ici, ben, un des bons moyens de s'éviter des petits pépins là, d'une porte qui ouvre plus ou qui ferme plus, c'est de mettre un protège-port de recharge. Macapuche.com en a des excellents. Et on a un concours
Concours qui est très simple. Hein? Vous pouvez tout simplement aller sur notre page Facebook ou taper concours.silenceonroule.com. Vous allez arriver directement dessus. C'est sur notre page Facebook. Il y a une image qui est donnée là. Il y a un petit monsieur là, qui avec une bulle au-dessus de sa tête qui pense à quelque chose et on voit un port de recharge enneigé. Vous devez nous écrire ce à quoi peut bien penser le monsieur en question. Soyez créatif, soyez humoristique parce que pour gagner, les gens doivent aimer votre publication. Donc, vous publiez un commentaire humoristique et vous demandez à vos amis de venir sur la publication et de comme on dit dans le jargon, là, liker, donc aimer votre publication. Parce que plus vous allez avoir de j'aime sur votre publication, plus vous avez de chances de gagner. Les 2 publications avec le plus de j'aime vont gagner un protège port de recharge fabriqué pour leur voiture. Donc, évidemment, les gagnants devront nous dire quel modèle de voiture ils ont là, et on va leur personnaliser un protège port de recharge. Ça achève, hein, le concours se termine le 13 décembre. Donc, il ne reste pas grand temps pour participer ou aller voter pour les citations que vous trouvez les plus drôles. Donc, vous allez tout simplement au concours.silenceonroule.com et vous allez avoir accès à toute cette information. Une autre information importante que je veux vous donner aujourd'hui, dès aujourd'hui, s'ouvre la période pour pouvoir voter pour les prix du public 2024. À toutes les années, Silence on roule sonde ses auditeurs sur certains éléments là, sur lesquels on va avoir vos préférences, je devrais dire. Et encore une fois, 4 catégories dans lesquelles vous pouvez aller voter cette année. Donc, le nouveau véhicule lancé en 2024 de l'année. Évidemment, il y a des véhicules qui ont été lancés là, fin 2023, puis s'ils ont été lancés, mettons, en octobre ou en novembre, bien, ils étaient dans la catégorie pour 2023. On a mis en 2024 uniquement les véhicules lancés en 2024 ou alors qui ont été lancés dans les derniers jours de 2023 et pour lesquels là, il aurait été impossible de voter là, l'année passée. Donc, véhicule de l'année. Vous avez également une catégorie qui est « Quelle est votre grande entrevue préférée de l'année dans Silence on roule ». Il y en a plusieurs qui sont nommées là et vous devez voter pour celle que vous considérez qui était la meilleure. Troisième catégorie, quel est le réseau de recharge qui s'est le plus amélioré en 2024? On ne vous demande pas nécessairement le meilleur, on demande celui qui s'est le plus amélioré. Donc, vous avez tous les réseaux là, connus qui sont là et vous votez pour celui qui s'est le plus amélioré en cours d'année. Et la dernière catégorie, elle est nouvelle celle-là, concessionnaire ou point de vente qui a, par ses conseils et ses connaissances sur les produits électriques et les informations pertinentes qu'il vous a données, mérité le titre de concessionnaire de voitures électriques de l'année. Vous avez été bien conseillé parce qu'on chiale souvent, on dit que les vendeurs, les concessionnaires ne connaissent pas toujours l'électrique, mais il y en a des bons. Il faut le dire quand il y en a des bons, il faut être capable de le souligner. C'est votre chance. Donc, vous connaissez un excellent concessionnaire automobile spécialisé dans l'électrique ou vous vous êtes acheté une voiture et vous avez été bien conseillé, on vous a écouté, on vous a donné les bons conseils. C'est le temps de venir le dire et de voter pour ce concessionnaire ou ce point de vente-là, et on va lui remettre évidemment un prix. Hein. Tous nos gagnants se méritent là, un diplôme, là, un prix, et évidemment, ça leur fait une belle reconnaissance publique si vous votez pour eux, bien entendu. Donc, pour voter pour cette année, là, pour le concours des prix du public, c'est très simple. Encore une fois, vous allez sur le vote 2024.silenceonroule.com. Donc, je répète, vote 2024.silenceonroule.com et vous allez arriver directement sur la page du concours. Vous pouvez voter une seule fois, bien entendu. Donc, on attend vos votes en très grand nombre. Maintenant, aujourd'hui, on a un épisode bien garni, comme on dit. On a la chronique Tesla de notre ami Laurent Gigon. On va avoir une autre chronique, Le verre à moitié plein de Daniel Rochefort, couleur écologique un peu plus. Et on a en grande entrevue un propriétaire de Fiat 500e. On dit souvent qu'il n'y en a pas des petites voitures électriques. Ben oui, il y en a une. Au moins, il y en a une. La Fiat 500e. Et on a Jean-François Laventure qui vient nous parler là, de son véhicule, ce qu'il en pense depuis qu'il en a pris possession. Donc, les gens pour qui ça turlupine peut-être l'idée d'acheter ce petit véhicule électrique très intéressant. Notre ami Jean-François va nous parler de ça en détail dans quelques instants. Mais sans plus tarder, je vous invite à venir écouter avec moi les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route.
Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Un peu plus d'un an après avoir accordé un prêt de 98 millions de dollars à Lion Électrique en collaboration avec Investissement Québec, le Fonds de solidarité de la FTQ et Fonds d'Action, la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, se dit prête à remettre la main dans sa poche pour soutenir l'entreprise. Toutefois, cela ne se fera pas si les investisseurs privés ne s'engagent pas également. Parmi ses principaux investisseurs privés, on note entre autres Marc Bédard, qui est le PDG de l'entreprise, Power Sustainable, ainsi que la firme XP&D Capital d'Alexandre Taillefer. Il y a un mois, Lion Électrique, 3 mois après avoir obtenu un prêt de 7,5 millions de dollars de Québec, cherchait à vendre certains de ses actifs pour améliorer sa liquidité et renforcer sa situation financière. L'action de Lion Électrique a perdu près de 98 % de sa valeur depuis son entrée en bourse. Et vendredi, il y a 2 semaines, elle était cotée à 47 cents, loin du sommet de 25 $ atteint en 2021. La Fédération des chambres de commerce du Québec tient à souligner la vision ambitieuse en matière de décarbonation et de développement économique présentée il y a 1 semaine par Hydro-Québec dans le cadre de son nouveau plan d'action 2035 que soumet tous les années la Société d'État. Face aux défis combinés et des fins, des surplus d'électricité et de la nécessité de décarbonation de l'économie, le Québec doit relever les manches et renouer avec les grands projets énergétiques. Les besoins du Québec en électricité vont doubler d'ici 2050. Il faut donc multiplier les approches et voir grand tant en matière d'hydroélectricité que d'énergie éolienne, solaire et d'économie d'énergie. En ce sens, le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec correspond parfaitement à l'approche prônée par la FCCQ en misant à la fois sur la pluralité des productions d'énergie, car chaque mégawatt produit ou économisé est précieux. Il faut qu'il soit utilisé à bon escient pour créer de la richesse et décarboner l'économie, a affirmé Charles Milliard, qui est le président-directeur général de la FCCQ, donc la Fédération des chambres de commerce du Québec. Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast vient d'obtenir de nouveaux financements pour poursuivre ses activités. La société a reçu un prêt de plusieurs milliards de dollars de son groupe mère Vingroup, incluant le soutien financier de 2,1 milliards de dollars sous forme de sponsoring de la part du président du groupe, Phan Nhat Vuong. L'objectif est d'atteindre le point d'équilibre financier entre le flux de trésorerie positif d'ici la fin de 2026. En tant que jeune constructeur automobile, les véhicules électriques du Vietnam, VinFast, est encore considéré comme un nouveau venu dans l'industrie. Toutefois, pour se faire un nom, la société rend compte au plus grand nombre de conglomérats possibles du Vietnam, entre autres Vingroup, qui a pris un départ fulgurant lors de son lancement. VinFast a immédiatement annoncé des projets d'entrée simultanés sur les marchés américains, européens. Un projet d'introduction en bourse, IPO, ainsi que plusieurs modèles qui sont entièrement électriques, donc de nouveaux véhicules, qui sont déjà ou seront bientôt en production. Julie Debruzin, qui est secrétaire parlementaire du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé il y a 1 semaine l'octroi d'une somme de 18,6 millions de dollars répartis entre plusieurs organisations pour l'installation de plus de 1600 bornes de recharge de niveau 2 et rapide à Toronto et ailleurs au Canada. L'installation de ces bornes aidera les conducteurs de véhicules électriques à se rendre aisément à destination tout en confiance. Avant de prendre la route, les conducteurs peuvent planifier facilement leur trajet en consultant le localisateur des stations de recharge et des stations de ravitaillement en carburant de remplacement que propose Ressources naturelles Canada sur son site Internet. Le financement de ces projets proviennent du programme d'infrastructure pour les véhicules à zéro émission de Ressources naturelles Canada. À ce jour, les aides financières de RNCAN ont permis le déploiement de plus de 41 000 bornes de recharge au pays, là où la population en a le plus besoin.
La semaine dernière, lors du Salon du véhicule lourd de Québec, l'équipe de l'Institut du véhicule innovant présentait les conclusions de son projet Flotte rechargeable véhicule lourd. 5 camions électriques ont été mis à l'essai par des transporteurs québécois. Chaque participant a pu mettre à l'essai un camion et une borne de recharge 50 kW pendant 1 mois. Les véhicules Freightliner, Peterbilt, Kenworth et Lyon ont remplacé les camions diesel sur des itinéraires sélectionnés par l'Institut du véhicule innovant à la suite d'une analyse détaillée des déplacements mettant en évidence le potentiel d'électrification. Cette étude a été réalisée avec 20 entreprises dans le but d'analyser les déplacements des camions diesel sur une période de 3 mois. Le but de cette analyse est de récolter les données d'utilisation des camions diesel afin de créer un simulateur énergétique qui permet d'identifier les conditions optimales pour l'obtention de cette technologie. Les conclusions sont claires, l'électrification des camions lourds au Québec est possible et rentable, il suffit d'identifier les bonnes routes. Notons que nous aurons les gens de l'Institut du véhicule innovant à Silence-on-Roule pour nous parler de ce projet dans quelques semaines. Le circuit électrique, le plus important réseau de bornes de recharge publique au Québec, vient d'ajouter à sa liste de réseaux interopérables celui d'Énergie RL, présent au Saguenay. La vingtaine de bornes allant de 50 à 200 kW sont réparties sur le territoire du Saguenay. Quoiqu'il puisse être possible de démarrer les recharges avec l'application Réseau, les bornes sont maintenant interopérables avec le circuit électrique, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans l'application et sont facilement identifiables grâce au logo d'Énergie RL. Pour le moment, elle semble être tarifée au tarif avantageux de 13 et 20 $ facturés à la minute, mais des frais d'interopérabilité de 1,25 $ s'appliquent. Rappelons que le circuit électrique est maintenant opérable avec BC Hydro, ChargePoint, Couche-Tard Circle K, Eddy, Flow, Hypercharge, Ivy, Réseau branché, Shell Recharge, Stay in Charge, Switch, Vialink et Zeph Energy ainsi que Énergie RL. Ceci en fait l'application mobile avec le plus grand nombre de bornes accessibles avec plus de 100 000 points de recharge partout en Amérique du Nord. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence-on-Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Tesla est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. L'administration Trump prévoit de supprimer le crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ destiné à encourager l'achat de véhicules électriques. Cette décision rapportée par Reuters s'inscrit dans une volonté plus large de réduire l'intervention gouvernementale dans l'industrie automobile, un principe souvent mis de l'avant par le nouveau président Donald Trump lors de sa campagne présidentielle. Si cette suppression représente un frein dans la transition vers les véhicules électriques aux États-Unis, elle pourrait également avoir des conséquences variées pour les fabricants. Là où la plupart pourraient souffrir de cette perte, Tesla semble en bonne position pour tirer profit de ce nouveau contexte. Elon Musk a toujours affirmé que Tesla n'avait pas besoin d'incitatifs gouvernementaux, même si sa marque en a largement bénéficié par le passé. Cependant, Tesla est en effet moins dépendant de ces incitatifs. La marque bénéficie déjà d'une forte notoriété, d'un réseau de distribution intégré qui lui est propre, et des marges bénéficiaires plus élevées grâce à ses économies d'échelle et son contrôle total sur sa chaîne de production. Elon Musk a également déclaré que Tesla pourrait lancer prochainement sa nouvelle plateforme de véhicules à un prix compétitif sous la barre des 30 000 $ américains, même sans subvention. Cette stratégie permettrait à Tesla d'attirer un public encore plus large tout en conservant sa compétitivité. En revanche, des entreprises comme General Motors, Ford ou Rivian dépendent largement des incitatifs pour rendre leur modèle de véhicule électrique financièrement attractif. Ces constructeurs sont encore en phase de transition vers la production massive de véhicules électriques et subissent des coûts de production élevés qui peinent à atteindre la rentabilité sans incitation fiscale. L'absence de ces subventions pourrait ralentir leur développement et freiner leur vente, accentuant l'écart avec Tesla.
Dans ce nouveau cadre, Tesla pourrait non seulement maintenir sa position dominante, mais aussi creuser l'écart avec ses concurrents. Sa capacité à produire en masse des véhicules électriques accessibles, alliée à son avance technologique et sa maîtrise des coûts, pourrait lui offrir un avantage décisif dans un marché sans subvention. Paradoxalement, alors que la suppression des incitatifs vise à limiter l'intervention du gouvernement dans un secteur, elle pourrait consolider la suprématie de Tesla au détriment des autres fabricants de véhicules électriques. Tesla s'apprête à faire évoluer à nouveau la recharge des véhicules électriques avec le lancement de son V4, la version V4 cabinet, en 2025. Cette version d'infrastructure, cette nouvelle infrastructure de superchargeur promet des vitesses de recharge inédites, non seulement pour les voitures électriques, mais aussi pour son camion semi. Depuis l'introduction des superchargeurs V4 en 2023, Tesla a déjà poussé les limites de la recharge rapide, atteignant des vitesses de 350 kW. Bien que ses performances surpassent les générations précédentes, les gains par rapport au V3 étaient modestes car le V4 a principalement été conçu pour prendre en charge des architectures à haute tension de 400 à 1000 volts. Cependant, ces technologies sont encore peu répandues dans le marché des véhicules électriques actuels. La V4 a aussi marqué une évolution dans l'infrastructure, un design simplifié et des câbles plus imposants et destiné à accueillir non seulement les véhicules Tesla mais aussi ceux d'autres marques. Cela s'inscrit dans l'effort de Tesla d'ouvrir son réseau de superchargeurs à tous les véhicules électriques, créant une expérience de recharge universelle. La version V4 promet de combler les lacunes actuelles en matière de recharge rapide. Il introduira des vitesses records jusqu'à 500 kW pour les voitures et un impressionnant 1,2 MW pour le semi. Une avancée sans précédent pour les camions électriques. À titre de comparaison, les premiers superchargeurs lancés par Tesla en 2012 n'offraient que 90 kW de puissance. Pour les modèles phares de Tesla, la modèle S3, X ou Y, les bornes actuelles V3 permettent déjà des vitesses de 250 kW, soit une recharge de 200 000 ou 320 km en seulement 15 minutes. Avec la version V4, ces temps pourraient être encore réduits avec des architectures plus avancées. Tesla a confirmé que les premiers cabinets V4 seront opérationnels dès 2025. Bien que les emplacements exacts n'aient pas encore été annoncés, des permis sont déjà en cours pour plusieurs sites. Si les premiers V4 ont vu leur jour en Europe, Tesla n'a pas précisé si le lancement de nouveaux cabinets V4 débutera aux États-Unis ou ailleurs. Depuis ses débuts, Tesla a fait de la recharge rapide une priorité stratégique. Aujourd'hui, le réseau de superchargeurs reste un atout clé pour les propriétaires de Tesla, offrant non seulement des vitesses inégalées, mais aussi une fiabilité et une accessibilité sans pareille. Alors que d'autres fabricants de VE accèdent désormais à ce réseau, Tesla met à jour ses bornes pour s'adapter aux besoins variés des différentes architectures de véhicules électriques concurrents. Avec la version V4, Tesla s'assure de rester à la pointe de la technologie tout en renforçant son avantage concurrentiel sur le marché des véhicules électriques. Cette nouvelle infrastructure promet de simplifier encore davantage l'expérience utilisateur tout en répondant à la demande croissante pour les recharges ultra rapides. Le célèbre investisseur et actionnaire de longue date de Tesla, Ron Baron, a récemment partagé ses perspectives optimistes sur l'avenir de Tesla et d'Elon Musk dans le cadre de l'administration Trump à venir. Selon lui, Tesla pourrait atteindre une capitalisation boursière de 5 trilliards d'ici une décennie, soit 5 fois le prix actuel. Un chiffre ambitieux, mais qui reflète sa confiance en la stratégie de l'entreprise. Lors d'une entrevue sur CNBC, Ron Baron a révélé que Tesla représente déjà environ 10% des actifs de Baron Capital, tandis que SpaceX en constitue 5%. L'investisseur, connu pour son approche à long terme, a souligné son optimisme quant au potentiel de Tesla. Cependant, il a noté qu'Elon Musk est encore plus ambitieux. Elon, lui, croit qu'à long terme, l'entreprise pourrait valoir 30 trilliards, a déclaré Baron. Ces prédictions interviennent alors que Tesla a connu un regain de dynamisme en bourse. Dans son rapport financier du troisième trimestre, l'action a dépassé les attentes et amorcé une montée en flèche. En novembre seulement, après l'élection de Donald Trump, le titre a grimpé de 25%, consolidant sa position sur le marché. Actuellement, Tesla affiche une capitalisation boursière de plus de 1 trilliard. Pour Ron Baron, ces résultats ne sont qu'un début. Bien qu'il ait vu ses investissements dans Tesla croître de manière spectaculaire au fil des ans, il reste résolu à conserver ses actions à long terme. La prévision de 5 trilliards de dollars repose sur les plans d'expansion ambitieux de Tesla qui s'étendent bien au-delà des véhicules électriques.
la diversification de l'entreprise dans les domaines des énergies renouvelables, des batteries et même de la conduite autonome joue un rôle clé dans cette vision. Ron Baron, connu pour sa patience et son approche axée sur le long terme, incarne la confiance des investisseurs dans Tesla et sa direction. Sa prédiction de 5 trilliards de dollars, bien qu'audacieuse, illustre l'impact que Tesla continue d'avoir sur le secteur technologique et énergétique et reflète une vision où l'entreprise deviendrait l'une des plus valorisées au monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. S'il y a bien quelque chose qu'on a décrié souvent à Silence on roule, c'est le manque, dans le marché en général, de petites voitures, particulièrement dans le domaine de la voiture électrique. Mais il y en a une en tout cas, la Fiat 500e. Et pour en parler, j'ai avec moi un propriétaire de cette magnifique voiture, Jean-François Laventure. Bonjour. Bonjour Martin. On va commencer par se présenter. Hein? Donc, Jean-François Laventure, est-ce que la Fiat 500 est votre première voiture électrique et vous l'avez depuis combien de temps? Bon, moi, c'est ma première voiture électrique. Par contre, c'est pas ma première Fiat. C'est peut-être ça qui peut être la nuance là, dans l'histoire. J'ai toujours eu des véhicules à combustion, à essence auparavant, mais j'avais vraiment, vraiment hâte de passer à l'électrique. Et je suis un gars un peu beaucoup technologique, donc on sait que les véhicules électriques et technologie, ça va pas mal ensemble aussi. Ouais. Et puis, ça m'amène peut-être à poser la question à ce moment-là. Combien de temps ça fait que vous l'avez, la Fiat 500e? Je l'ai eu début juillet. OK. Juste avant nos vacances. Donc, ça fait quelques mois déjà. Pourquoi avoir choisi la Fiat 500e? Est-ce que c'est parce que vous aviez des Fiat à essence avant puis vous aimiez la marque? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est son format? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers une Fiat 500e? Je te dirais que la principale raison, c'est son prix, honnêtement. Et ce qui a aidé aussi à aller vers Fiat, c'est que j'ai déjà eu 2 Fiat auparavant à essence. Donc, j'ai passé plusieurs années en Fiat. Et dernièrement, juste avant le 500e, j'avais un Kia Soul là, qui, lui, je regardais chez Kia parce que c'est un très bon produit, Kia. Et on a quand même des bons produits au niveau électrique, mais au niveau du prix, mais ça convenait pas du tout là, à mon budget. Là. Fait que à ce moment-là, je m'étais dit, on va attendre la fin de la location. J'étais en location. Puis on verra à ce moment-là, mais là, ça a donné un peu après les rabais puis tout ça. Puis honnêtement, j'avais hâte de passer à l'électrique. Puis là, quand j'ai vu que Fiat sortait la 500e, la rendait disponible, et surtout qu'il y en avait, là, livraison, quand tu la veux, demain, après-demain, pas de problème, les côtes à pleine, en juillet. Donc, c'était pas une problématique et le prix était vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Pour la petite histoire, pour les gens qui sont un peu moins familiers avec la marque Fiat, la Fiat 500E, donc le E pour électrique, là, est relativement nouveau, mais la Fiat 500, ça fait 67 ans que ça existe. Hein? C'est pas un modèle qui, évidemment, il a évolué au fil du temps, là, mais 67 ans, et Fiat, comme tel, ça fait 125 ans que ça existe. Donc, on n'est pas dans un manufacturier qui est à ses premières armes en fabrication de voitures. Donc, on a une valeur sûre au niveau de la fabrication, la fabrication de voitures en tant que telle. Dans l'électrique, c'est un peu plus récent quand même, mais tout de même, le modèle Fiat 500, 67 ans. Est-ce que vous avez fait un essai avant d'acheter le véhicule? Est-ce que vous l'avez essayé simplement chez le concessionnaire ou de quelle façon vous avez procédé pour l'achat?
J'ai essayé vraiment la Fiat 500e. J'avais essayé aussi chez Kia des modèles électriques, là, juste parce que pour pas que ce soit un premier véhicule électrique que j'essaie. Après mes essais chez Hyundai Kia, je suis allé vers Fiat pour essayer la 500e. J'ai pris le temps de l'essayer une bonne demi-heure, je te dirais, là, avec des parcours que je fais quotidiennement, puis à l'occasion aussi, là. Donc, j'ai eu une bonne idée. Puis j'avais déjà un bon background, si on veut, avec Fiat. Fait que je pouvais quand même comparer avec des modèles à essence là, au niveau du comportement, de la puissance. C'était très confortable, comme les autres étaient aussi. J'ai même remarqué comparativement à ma première Fiat, qui était pas la. J'ai eu une Abarth, là, qui, pour les gens qui connaissent Fiat, là, c'est vraiment le modèle de performance en 60 forces puis tout ça, qui est plus sportif. Mais le modèle que j'ai eu avant, je te dirais qu'il était un petit peu, c'était un lounge qui était un petit peu dans la même lignée que la 500e que j'ai aujourd'hui. OK. À ce moment-là, j'ai quand même vu que, bon, avec l'électrique beaucoup plus puissant, et aussi, j'ai trouvé que le comportement routier était meilleur. Donc, c'était mieux balancé comme véhicule, là. Probablement à cause de la pile en dessous qui donne un certain poids. Mais j'ai vraiment été agréablement surpris du modèle de la 500e. Ouais. Le fait que vous passiez d'une Kia Soul, qui est quand même un véhicule qui est assez... il y a de l'espace, là, c'est quand même passablement plus grand. Est-ce que la taille de la 500e était quelque chose qui a été difficile à... C'était une pilule difficile à accepter ou pas du tout? Vous êtes à l'aise avec une petite voiture? Parce que c'est très petit, là, une Fiat 501. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, là, on est dans le petit véhicule. Une chance en 2024, elle est un petit peu plus grande que les modèles que j'ai eus. Déjà là, ça aide un petit peu et ça paraît. J'ai trouvé que ça paraissait au niveau sur la route, coup d'œil aussi. Je trouvais que quand j'en croise là, des anciennes générations qui ne sont pas DE, je vois que ça a l'air un petit peu plus petit. Mais les autres Fiat que j'ai eus, c'était des décapotables. Donc, décapotables, moi je disais, j'ai 2 coffres à gants, là, j'en ai un en arrière. Dehors, puis j'en ai un en avant parce que vraiment, avec le toit là, ouvert, il restait pratiquement plus de place, là. Bon, l'été, on dit qu'on peut toujours récupérer le toit pour rentrer des objets dans l'auto. Mais ce qui a aidé aussi, c'est que dans la 500e actuelle, actuellement, il n'y a pas de décapotable d'affaires. En Europe, ils l'ont. Mais ici, en Amérique du Nord, Canada, c'est un modèle de Fiat, c'est la 500e Red qui est offerte. En 3 couleurs, fait que on n'a pas beaucoup de choix. Et en ayant un haillon, si on veut, et non un décapotable, ce que je perdais dans les autres véhicules Fiat, je le gagnais aussi avec ce modèle-là en espace. Et oui, c'est sûr qu'au niveau du sol, j'étais vraiment gâté, j'avais beaucoup d'espace. Mais les besoins changent aussi avec les années. Et là, c'était comme un bon compromis. C'est correct, oui. Si on parle de la recharge de ce véhicule-là, donc, la recharge à la maison sur une niveau 2, le véhicule peut se charger jusqu'à 11 kW, si je ne m'abuse, ce qui est quand même mieux que bien d'autres véhicules, même plus gros en termes de recharge niveau 2. Et en termes de recharge rapide, est-ce que vous l'avez essayé? Comment ça se passe? Excellent. Honnêtement, c'est sûr qu'à la maison, j'ai une borne de niveau 2 là, qui est limitée actuellement à cause de l'ampérage. C'est plus sur mon côté là, au niveau de l'électricité. Là, la ligne électrique qui sera au garage ne supporte pas plus que 20 ampères. Là, mais pour moi, c'était quand même pas dramatique. Mais les charges des bornes de niveau rapide, si on veut public, ça va très bien. Jusqu'à 84 kW, je crois qu'elle accepte. C'est ça, 84-85, si ma mémoire est bonne. Et j'ai eu à m'en servir, surtout en voyage, parce que peut-être quelque chose que j'aimerais mentionner, c'est que oui, pourquoi je suis allé vers un véhicule électrique petit comme ça, par rapport à mon budget, ça me convenait, et aussi mes habitudes, parce que moi, je fais 10 à 20 km par jour pour le travail. 51 semaines par année, puis une semaine par année, on descend à Cape Cod, par exemple. Là, donc, j'ai dit, moi, là, les 51 semaines, je suis capable de vivre avec l'autonomie qui est plus réduite parce que mon véhicule passe plus de temps dans le garage que sur la route. Donc, moi, c'était pas un enjeu de vitesse de charge ou d'autonomie.
Justement, puis tu m'ouvres la porte pour ça. On parle d'autonomie qui est plus réduite. On parle de quoi? 220 km d'autonomie? Entre 220, 240, si on veut, là, dépendamment de la température, parce que là, je le vois, parce que depuis cette semaine ou aujourd'hui, même spécifiquement, il fait un peu plus froid, puis je vois que ça l'affecte un petit peu la consommation, mais c'est pas dramatique. On est quand même dans les 200 km, là. Oui, 220, confortable, si on veut. Est-ce que, selon l'usage que tu en fais puis de l'expérience que tu avais, est-ce que ceux qui prétendent que la Fiat 500e est uniquement un véhicule urbain, est-ce qu'ils ont raison ou c'est plus que ça? C'est beaucoup plus que ça. La preuve, c'est qu'on a fait un voyage quand même justement à Trois-Rivières, Cape Cod, là, on s'entend, là, c'est une dizaine d'heures de route quand même, là, et on traverse plusieurs États dans ça, et on s'est rendu très bien avec la 500e. À la différence, ben là, on planifie le voyage autrement qu'avec un véhicule à essence. Là. C'est sûr qu'il faut être. Puis c'était notre premier voyage aussi. Là. J'avais fait 2 fois des Trois-Rivières Québec là, pour me faire la main un petit peu sur des recharges avec des bornes rapides. Mais oui, auparavant, là, avec une bonne préparation, je pense que ça, c'est bon pour n'importe quel véhicule électrique. Là. Spécifiquement, si un véhicule électrique a moins d'autonomie, ben là, c'est sûr que tu dois être un petit peu plus rigoureux, je crois, au niveau de ta planification, parce que là, la distance entre 2 bornes là, est importante. Ouais, donc, c'est clairement pas juste un véhicule électrique urbain. Si on est capable d'aller jusqu'à Cape Cod et de revenir sans problème, là, on n'est pas dans... On défait un peu le mythe, je pense, hein, de la voiture uniquement urbaine. C'est pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Fiat, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu ou se sont jamais assis dans une Fiat. Parlons particulièrement de celle-là, la 500e. Côté qualité de finition, d'assemblage, qu'est-ce que ça a de l'air? Bon, moi, je trouve, en tout cas, on regarde tout le temps par rapport au prix aussi. Il faut comparer à des choses similaires, si on veut. Là. Moi, je calcule que c'est très honnête côté finition, assemblage, qualité aussi des matériaux. Honnêtement, moi, je suis très satisfait pour le prix que j'ai payé. Ça me convient très bien. Puis, c'est harmonieux aussi. Tu sais, j'ai pas l'impression d'être dans un véhicule qui est juste en plastique bas de gamme. Ouais. C'est vraiment pas. Et toujours en lien avec le fait que c'est effectivement un véhicule qui est beaucoup moins dispendieux que bien d'autres. Au niveau de la technologie embarquée, qu'est-ce qu'on a de disponible? Infodivertissement, tout ça, là, à quoi ça ressemble? Bon, infodivertissement très complet. Si on veut, avec un écran 10.10 pouces et quart, 10.25 pouces là, à l'horizontale, couleur avec une très bonne définition. Ça, c'est l'écran d'infodivertissement. En avant du conducteur, ben, on a un autre écran qui est un complément de celle qui est dans le centre, si on veut. Donc, s'il y a des choses qu'on ne voit pas, on peut les mettre directement en avant du conducteur. C'est bien fait, c'est clair. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je suis en informatique, là, fait que l'ergonomie, la façon d'atteindre les options, c'est pas compliqué. Je trouve que l'ergonomie est bien faite au niveau de la structure des menus, atteindre les choses, les graphiques sont bons. Honnêtement, là-dessus, Martin, moi, je trouve qu'ils ont fait quand même un beau travail. Oui. Puis, c'est toute la navigation, par exemple, si tu veux t'en aller en quelque part que tu ne connais pas, est-ce que c'est un GPS intégré au véhicule ou est-ce que ça intègre la technologie Apple CarPlay ou des trucs comme ça? Bon, tu as Android Auto sans fil, Apple CarPlay aussi sans fil. Tu as un GPS déjà built-in, si on veut, inclus là, avec le système où tu peux planifier tes trajets directement dessus. Et à ce moment-là, ben, au fur et à mesure que tu avances dans ton trajet, ben, il te présente aussi les bornes qui sont sur ton chemin, ce qui s'en vient, s'il y a de la construction. Tu sais, c'est vraiment quand même un GPS qui est complet. Peut-être qu'on ne voit pas toutes les bornes de recharge, par contre, disponibles par ça, même sur les applications. Dépendamment de quelle application tu prends, là, tu ne les vois pas nécessairement toutes, on se rend compte de ça. Mais à ce niveau-là, c'est quand même très bien fait et c'est très utilisable. Ouais. Est-ce qu'il y a un système d'assistance à la conduite, communément appelé cruise control adaptatif, suivi de lignes, des trucs comme ça? Qu'est-ce qui vient sur le véhicule? Bon, on a un cruise control qui, sur le modèle que j'ai, n'est pas adaptatif. Sur la Prima, qui, je ne sais pas si elle est disponible actuellement ou elle s'en vient, là, je pense qu'elle est disponible.
il l'appelle la Prima, là, qui est un modèle plus haut de gamme, si on veut, que la Fiat, plus équipée. Au niveau de technologie aussi, plus équipée. Elle l'a. Par contre, moi, je ne l'ai pas, mais je vais avoir vraiment des avertissements. J'ai un cruise qui fonctionne très bien. J'ai des avertissements aussi si je m'approche trop près d'un véhicule. Au niveau des changements de voie aussi, j'ai des avertissements qui sont dans le volant et sonore aussi. J'ai aussi, comme on peut dire, je ne l'avais pas dans le Kia Soul, puis j'étais un peu surpris de l'avoir dans mon Fiat 500, là, des essuie-glaces automatiques, si on veut, qui sont, tu sais, on parle de petits véhicules, là, mais il y a quand même de la technologie déjà d'inclus dans le modèle de base aussi, là. Siège chauffant aussi, avec un thermostat, si on veut. Fait qu'on règle la température autant des sièges que de l'habitacle. Et à ce moment-là, on est confortable. Excellent. Dis-moi si je me trompe, mais quelqu'un qui cherche un petit véhicule actuellement, c'est quoi les alternatives à la Fiat 500e? Il n'y a pas grand-chose, là. Non, il n'y a pas beaucoup de choses à ce prix-là. Je pense qu'ils sont pas mal tout seuls dans leur créneau, là. C'est le seul petit... Ah oui, puis même, moi, j'oserais même dire, même si on fait abstraction du prix, un véhicule électrique de petite taille, si on le choisit, non pas pour une question de prix, mais pour une question de taille, là, on va être modeste dans le volume de notre véhicule. Au moment où on se parle, il n'y a rien d'autre sur le marché. Là. Peut-être que une Bolt usagée ou une Spark usagée va être ce qu'il y a de plus proche, mais il n'y a pas grand... Mais encore là, c'est pas aussi. Ils sont assez seuls dans leur catégorie au niveau du format. Ça, tu as raison, Martin, là-dessus. Ouais. Tu as parlé tantôt, puis on va conclure un peu avec ça, là, que c'était, tu disais pour le prix. Effectivement, c'est un véhicule qui, dans la gamme des voitures électriques disponibles actuellement sur le marché, est l'une des moins chères. Elle se détaille à partir de quoi avec les rabais, à peu près 31 000 une fois les rabais appliqués? Là? Oui, 31 32 000 Là, je pense qu'il a même baissé un petit peu parce que je pense que les stocks s'accumulent. Là. On n'en voit pas beaucoup sur les routes. Ouais. Donc, s'ils ne sont pas sur les routes, ils sont chez les concessionnaires. Et il y a des rabais, je crois, là, qu'il n'y avait pas au moment où moi j'ai fait l'achat. Mais moi, ça a été 31 32 000 un coup les rabais appliqués. Là. Si on fait une petite rétrospective là, des caractéristiques du véhicule, donc il est petit, mais ça reste que c'est un 4 places. Hein? Il y a des sièges en arrière. Oui, 2 plus 2. Les 2 places en arrière, je dirais, c'est plus du dépannage. Tu t'embarques pas 2 colosses là. Non. Les enfants peut-être, ou du dépannage, là, court trajet, ça peut aller. Le on s'arrête là. Oui, c'est ça. C'est un véhicule qui a 225 km d'autonomie à peu près là, annoncé. On comprend que ça peut être un peu plus, un peu moins, tout dépendant de la température. Une batterie de 42 kWh refroidie au liquide. Donc, c'est une voie qui va avoir des performances de recharge rapide intéressantes. D'ailleurs, on en a parlé, 85 kW à peu près sur une recharge rapide avec port SAE. C'est une voiture qui a 118 HP de moteur, un torque, là, donc un couple de 162 livres au pied. Compatible CarPlay, Android Auto, sans fil dans les 2 cas. Le chargeur embarqué, c'est un chargeur de 11 kW. Et le cargo, il est tout petit, évidemment. La voiture est petite, donc on parle de quoi? 8 pieds cubes à peu près de cargo dans la voiture, ce qui est petit, mais quand même qui est intéressant. Oui, avec les sièges qui se couchent aussi en arrière, on récupère quand même de l'espace. Là, oui. Donc, le modèle de base, c'est qu'on dit qu'il est à 31 000 une fois les rabais appliqués. C'est celui qu'on appelle le Red, là, donc qui est le modèle de base. Mais effectivement, il y a un modèle Prima qui devrait être, s'il n'est pas disponible, il est sur le point d'être disponible, qui devrait coûter 5 000 de plus à peu près que la Red, mais qui va avoir des fonctionnalités de plus, dont 7 haut-parleurs amplifiés avec subwoofer, gestion de ligne, on l'a dit tantôt, donc un cruise control adaptatif avec du maintien de ligne. Des phares qui s'ajustent automatiques, des détecteurs d'angle mort et également certaines petites caractéristiques au niveau de l'esthétique extérieure du véhicule. Donc, les miroirs qui sont de la même couleur et le fascia en avant qui va de la même couleur que le véhicule plutôt que d'être sur un 2 tons comme le modèle Red. Donc,
modèle, c'est une petite voiture. Elle répond, puis je pense que tu l'as très bien exprimé, Jean-François, à tous tes besoins. C'est pas une voiture de ville uniquement, malgré qu'elle soit petite et que son autonomie soit plus petite que celle de bien des voitures. Elle permet de faire à peu près tout. Puis le fait qu'elle charge vite, elle va avoir une batterie plus petite, elle charge rapidement, donc c'est pas long, on se recharge, puis on repart. Là. C'est ce que j'ai vécu là, à mon voyage, que j'ai été assez surpris de la rapidité de la charge. Là. Et elle est disponible. Les gens qui en veulent là, de cette voiture-là, elle est disponible. Donc, les concessionnaires en ont. Donc, si ça vous intéresse, là, je pense qu'on a fait un survol du véhicule qui vous donne une bonne idée. Ça va être le premier hiver que tu vas passer avec. Évidemment, on ne sait pas comment se comporte en hiver. On va le savoir. On s'en reparlera peut-être au printemps pour voir comment ça a été. Mais j'ai pas de doute à date. Là, tout ce que j'entends et que je vois de cette voiture-là me laisse présager que de belles choses. Donc, Jean-François Laventure, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui à Silence on roule. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'espère en voir plus sur la route. Oui, moi aussi. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Le verre à moitié plein est une présentation de Roulons électriques, une campagne du gouvernement du Québec coordonnée par Équiterre. Pour en savoir plus sur toutes nos activités, visitez le site internet roulonsélectrique.ca. Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler voiture à hydrogène. En particulier, on va parler d'un rapport qui met le clou final dans le cercueil de cette technologie-là au Québec. Vous aurez des arguments de plus durant les fêtes lorsqu'on va vous lancer que c'est ça l'avenir, pas les voitures électriques tellement longues à charger. Je suis Daniel Rochefort, bienvenue à la chronique Le verre à moitié plein. Je tenais à vous parler de ce rapport-là parce que les promesses de la voiture à hydrogène, ça représentait jusqu'à maintenant un frein à l'électrification. En fait, la voiture à hydrogène, ça sert souvent de justification, d'excuse à ceux qui crachent sur la voiture électrique. Et donc, quant à moi, c'est un frein à la lutte au changement climatique. Je parle au passé parce que c'est maintenant démontré, preuve à l'appui, que vous ne verrez pas de sitôt des voitures à hydrogène sur les routes du Québec. Donc, la démonstration est faite dans le rapport officiel du gouvernement qui présente les résultats du banc d'essai gouvernemental sur les véhicules à pile à combustible. Ça, c'est une expérience de 5 ans, un projet pilote qui a débuté en avril 2019 pour vérifier si l'hydrogène vert du Québec pourrait être une alternative aux pénibles voitures électriques qu'il faut charger pendant des heures, qui ont tellement pas d'autonomie puis qui coûtent tellement cher. Eh bien, 5 ans plus tard, 46 véhicules à hydrogène plus tard, et 6 millions de dollars de moins dans nos poches, la réponse est enfin arrivée. Les promesses de la voiture à hydrogène, c'est de la foutaise. On pourrait même dire de la bullshit. Attention, je ne dis pas que l'hydrogène vert en lui-même, c'est de la bullshit, là, même si certains voudraient en faire avec du lisier. Là.
En fait, l'hydrogène vert, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin de beaucoup à part de ça, puis c'est vraiment précieux. Je vais y revenir plus tard. Ce qui est de la foutaise, c'est tout le discours selon lequel mettre de l'hydrogène dans une voiture au lieu de mettre de l'électricité, ce serait plus simple, ça serait plus rapide. Ça va être éventuellement, mais moins cher. Bref, le discours selon lequel on ne devrait pas perdre notre temps avec la voiture électrique, puisque bientôt, on va pouvoir rouler plus loin dans des voitures qui rejettent que de l'eau. Eh bien, côté coût, l'expérience montre que rouler avec de l'hydrogène, ça coûte les yeux de la tête. Ça coûte beaucoup plus cher que rouler électrique. Et ça varie beaucoup même en fonction de la température. L'été, ça coûte environ 14 $ pour rouler 100 km. Tandis que l'hiver, ça s'est avéré coûter environ 30 $ par 100 km. Avec de l'hydrogène fortement subventionné, là. Si vous rouliez aux États-Unis, c'est le double du prix, en fait. C'est beaucoup comparé aux 2 $ par 100 km pour rouler électrique. En fait, c'est encore plus cher que rouler avec de l'essence. Côté remplissage, c'est vrai que remplir les voitures à hydrogène, ça s'est avéré plus rapide que charger des voitures électriques. Les remplissages ont pris en moyenne 9,4 minutes. Du moins, les remplissages réussis, là. En fait, sur les 5 ans de l'expérience, le quart des remplissages ont échoué. C'est parce que la chaîne de production et de distribution de l'hydrogène, c'est très fragile, hein? Et ça a besoin de beaucoup de maintenance pour ne pas tomber en panne. Beaucoup plus complexe que de distribuer de l'énergie dans des bonnes recharges. Les pannes sont survenues au niveau des électrolyseurs, au niveau des compresseurs, mais surtout au niveau de la station-service elle-même. Et parfois aussi, ça s'est produit au niveau des utilisateurs parce que, en fait, ça s'est avéré pas si simple que ça finalement de faire le plein d'hydrogène. Les protocoles de branchement, parfois le pistolet qui gèle ou qui veut plus se désenclencher, l'horreur. C'est un des aspects d'ailleurs qui a causé le plus d'insatisfaction chez les utilisateurs dans l'expérience. C'est faire le plein d'hydrogène. Côté efficacité énergétique, la voiture à hydrogène vert, elle se révèle un peu plus efficace qu'une voiture à essence au final. Mais ça reste quand même une motorisation extrêmement inefficace comparée à la voiture électrique. De toute l'énergie électrique nécessaire pour fabriquer l'hydrogène vert, il y en a seulement 23%. Là, c'est le quart là, qui fait avancer le véhicule au final. Concrètement, là, il a fallu investir 66 kWh pour produire de l'hydrogène qui permettait à une Toyota Mirai d'avancer 100 km à 10 degrés Celsius. Là. L'hiver, c'était bien pire. Ça prenait 101 kWh pour parcourir 100 km à moins 6 degrés. Imaginez à moins 25. En d'autres mots, si on compare avec une voiture électrique pas bien efficace, là, qui consommerait environ 20 kWh par 100 km, on aurait pu parcourir entre 330 et 500 km avec la même énergie. Bref, l'hydrogène, pour les véhicules légers comme des voitures, ça semble mort et enterré. Du moins pour le gouvernement, là, il n'y en aura pas. Vous le direz à votre beau-frère là, qui pense que son prochain véhicule, il va cracher de l'eau. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra jamais servir dans certains secteurs de niche, là, comme le transport lourd, qui pose des défis sérieux là, en termes de temps de recharge puis de puissance électrique des bornes, là, quand on veut avoir du transport lourd électrique. Mais même là, c'est pas évident que l'hydrogène va être une solution de remplacement à l'électrification parce que ça va rester extrêmement inefficace et ça va rester très cher à opérer, bien plus cher que le diesel, là. Et en plus, ça pèserait vraiment lourd sur les besoins en électricité de la province de mettre le transport lourd à hydrogène. Dans le dernier rapport, l'état de l'énergie du HEC, au début de 2024, on relatait déjà que hydrogéner tout le transport lourd du Québec, ça demanderait environ 35 TWh d'électricité supplémentaire. Ça, c'est l'équivalent des exportations totales du Québec. On fait une croix là-dessus et on met ça plutôt dans l'hydrogène, dans des véhicules lourds. En comparaison, là, du transport lourd électrique, ça demanderait seulement 10 TWh d'électricité. C'est beaucoup, là, mais c'est 3,5 fois moins que
de mettre cette électricité-là pour faire de l'hydrogène vert pour animer des camions lourds. C'est un peu la même chose pour le train, d'ailleurs. L'expérience de Charlevoix, actuellement, il y a un train à hydrogène qui est en test, mais l'expérience montre actuellement que ça pose des méchants problèmes de logistique pour approvisionner un train en hydrogène. Et ça coûte encore là les yeux de la tête. Reste que l'hydrogène vert, je vous le disais tantôt, c'est précieux parce qu'on va en avoir besoin quand même pour décarboner le Québec. On va en avoir besoin de beaucoup à part de ça. En fait, c'est bien trop précieux pour qu'on le gaspille dans des voitures. On en a besoin pour remplacer l'hydrogène qui est déjà produit avec du gaz fossile pour alimenter la pétrochimie puis la production d'engrais et certains secteurs industriels québécois. Il va aussi falloir beaucoup d'hydrogène vert pour éliminer les combustibles fossiles dans des secteurs difficilement électrifiables comme la métallurgie, l'aviation, le transport maritime. Là où ça serait vraiment un meilleur choix, l'hydrogène. C'était le verre à moitié plein. Je vous souhaite un beau temps des fêtes, plein de débats autour de si oui ou non on devrait passer tout de suite à la voiture électrique. Amusez-vous bien. Au revoir. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le vécu et l'expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZE.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les activités à venir dans le monde de l'électromobilité dans les prochaines semaines. Avec le temps des fêtes qui arrive, évidemment, il ne reste pas beaucoup d'activités ou d'événements. Il y a 2 kiosques virtuels organisés par l'AVEC. Les kiosques virtuels, c'est des séances d'information en ligne où vous pouvez parler à des experts et avoir des réponses à vos questions. La première est le 25 novembre à 19h et la prochaine, ensuite, sera le 9 décembre, toujours à 19h. Les inscriptions doivent se faire sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec, AVEQ.ca, dans la section événements. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Jean-François Laventure, Laurent Gigon et Daniel Rochefort. Merci à nos chroniqueurs Daniel Rochefort, Cédric Ingrand, Sébastien Côté, Philippe Corbeil, Laurent Gigon, Claude Gauthier et ainsi que Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un gros merci à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydrosolutions, Précision PPF, Vitres teintées, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors et le groupe Énergie Canada, Roulons électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.